important pour moi de venir ici à Lyon pour saluer le travail de ce nouveau réseau Génopsy et l'action que Caroline de Billy a pu avoir pour coordonner ce réseau. L'arrêté de labellisation est en cours de signature au niveau du ministre de la Santé et de la ministre de la Recherche. Donc vraiment, tout ce que je vais pouvoir vous partager, c'est vraiment arrêté et gravé, je dirais. Donc je vais aller et je vais faire une perspective entre le 3e plan maladie rare et la construction du 4e plan maladie rare. Donc simplement, si vous n'êtes pas complètement familier des 55 actions du 3e plan maladie rare, voilà un petit peu comment ça se décrit. Vous avez 11 axes. Il y a des parties qui sont directement portées par nous, Mission maladie rare à la DGOS, tout ce qui va être autour de l'errance, des impasses diagnostiques, mais aussi on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'éducation thérapeutique du patient, des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Au début du 3e plan maladie rare, il existait 50 PNDS. On est à plus de 300 à l'heure actuelle, plus de 300 qui ont été financés par le 3e plan, donc 350 au moins. Et donc on voit que la dynamique a été importante et pour ça il fallait des moyens. Ça faisait longtemps que ces PNDS existaient, mais il faut des moyens pour pouvoir les faire. C'est la même chose pour l'éducation thérapeutique du patient. Il faut aussi des moyens financiers pour pouvoir organiser les réunions, les construire, avoir des plaquettes, etc. Donc c'est des exemples qui ont été financés par le 3e plan maladie rare. Et puis c'est un plan interministériel. Donc on a aussi à travailler avec le ministère de la Recherche. Là, ce sont plus spécifiquement les axes 5 et 6 et qui ont permis de mettre en place notamment des cohortes de recherche dans les maladies rares. Donc le réseau actuel maladies rares, c'est 603 centres de référence maladies rares. On a eu, avec la dernière labellisation, plus de 28% de centres en plus. Et il faut voir que ça s'appuie sur des centres de compétences pour beaucoup qui ont vraiment monté en gamme, qui sont devenus centres de référence parce qu'ils avaient une activité de recherche. Et ça, c'est très important d'avoir en tête que nos centres maladies rares, on leur demande vraiment d'avoir une double valence soins et recherche parce que la recherche nourrit le soin et inversement. Donc on a 1723 centres de compétences et puis 23 filières de santé maladies rares, ça c'est notre paysage français. Et puis on s'appuie sur 24 réseaux européens de référence, dont 7 réseaux qui sont coordonnés par des médecins français et dont le réseau Ithaca, dont fait partie Génopsy, avec le RN Ithaca qui est à Robert Debré avec le professeur Alain Verlus. Donc qu'est-ce qu'on souhaite dans les perspectives du 4e plan maladie rare ? Il y a quelque chose qui est revenu énormément, et notamment quand on vient vous rencontrer les associations et voir les échanges, c'est une meilleure, je dirais, territorialité, pouvoir toucher les personnes là où elles sont, pouvoir faire un lien avec une médecine de proximité. Donc il faut pour ça pouvoir rendre plus visibles les parcours de diagnostic, faire une meilleure information aussi vers la médecine de ville, pour pouvoir diagnostiquer plus tôt, je dirais, l'amont, et que cette errance de diagnostic qui existe malheureusement encore trop souvent dans nos maladies rares soit réduite le plus possible. Donc rendre visibles et lisibles ces parcours, soutenir donc des parcours maladies rares de proximité, et puis soutenir la personne malade et l'aidant, parce qu'il nous semble extrêmement important de laisser cette personne libre, dans le sens où ce qui est important, c'est qu'elle ait une information claire de ce qui existe, que ce soit en traitement, je dirais en conseil génétique, quelles sont les options, etc. Et c'est vraiment ensuite à la personne malade, à l'aidant, de pouvoir faire son choix et d'être soutenu par son équipe médicale, quel que soit son choix. Donc ça, c'est important aussi pour les personnes malades d'être acteurs de leur parcours et de leur parcours de vie. Donc pour cela, on a, lors du 3e plan maladie rare, mis en place, on en a parlé tout à l'heure avec Sylvie, pour la plateforme maladie rare Braze, et donc on a mis en place 19 plateformes d'expertise maladie rare et 4 en Outre-mer. Ces plateformes, en fait, il en existait déjà
On avait déjà un réseau qui existait à Montpellier, il existait aussi Prior à Angers, et ce sont ces réseaux, à Saclay également, et ce sont ces réseaux qui nous ont vraiment donné l'idée de pouvoir les généraliser et pouvoir vraiment mailler tout le territoire. Donc c'est important de voir que ces réseaux, on avait laissé une certaine liberté, donc elles sont pas toutes sur le même modèle, mais de plus en plus, parce que là, moi, je me déplace aussi pour aller les rencontrer, et j'ai pu, le mois dernier, aller à Nice, à Marseille, à Montpellier et à Toulouse, et à chaque fois, la constante, c'est vraiment la médecine de ville. Faire le lien avec les spécialistes, faire le lien, pouvoir réfléchir aussi dans des situations complexes à avoir des pratiques avancées, je dirais, entre l'hôpital et le domicile de la personne. On peut penser à des maladies rares où le déplacement devient compliqué en fonction de l'évolution de la maladie. Ce sera le cas par exemple de la maladie de Charcot, la SLA. Et donc comment imaginer des parcours, des nouveaux parcours entre l'hôpital et le domicile de la personne malade. Donc on réfléchit aussi à ça pour le 4e plan maladie rare, mais à chaque fois en pouvant s'appuyer sur les plateformes d'expertise maladie rare qui regroupent en transversalité les centres de référence et les centres de compétences sur un bassin de vie et qui vont travailler vraiment en lien aussi avec des professionnels de l'hôpital et avec une approche aussi qui peut être multidisciplinaire. Certains vont recruter des conseillers en génétique, des psychologues, des assistantes sociales, mutualiser les postes. Et c'est important aussi, et pour un centre de référence et un centre de compétences, c'est important de savoir qu'ils existent. Donc c'est pour ça que j'ai mis toute la carte, parce qu'on est ici à Lyon, mais il n'y a pas que la plateforme Aura, il y a aussi toutes les autres. Et vous qui êtes nouveau dans ce réseau Génopsy, avec un nouveau centre de référence ou centre de compétences, c'est important de savoir que vous avez une plateforme aussi qui peut vous aider sur place dans votre établissement. Pourquoi on a donc, c'est un des travaux du 3e plan maladie rare. Parallèlement, on a toute une évaluation du 3e plan maladie rare. C'est important de pouvoir aussi s'appuyer sur ce qui a été fait, d'évaluer. Et donc, ça va être une évaluation à la fois de tout ce qu'on a fait dans le parcours de soins, mais aussi dans tout ce qui va être parcours de recherche. Il sera aussi vu toute la partie européenne. Et pour nos maladies rares, c'est quelque chose d'essentiel, de bien garder en tête le lien avec l'Europe. C'est vraiment quelque chose avec des cohortes qui sont petites. On avait vraiment besoin de pouvoir pouler et garder nos données en les incrémentant avec les autres pays européens. Donc la mise en place du futur 4e plan maladie rare, l'idée c'est de ne laisser personne de côté. Donc on a eu la nomination cet été par Sylvie Retailleau et Aurélien Rousseau du professeur Agnès Linglard, qui est une pédiatre, une neuropédiatre, et qui vraiment connaît très bien le maillage et les réseaux maladies rares, et qui en plus vient d'être élue à la Société française de pédiatrie. Donc il y a aussi tout ce côté société savante qui est important, parce que derrière on aura également tout le volet formation universitaire, et puis elle a été très impliquée aussi au niveau des relations internationales, donc on garde cette partie européenne. Et puis le professeur Guillaume Cano a beaucoup travaillé lui sur le syndrome de Klotz, a trouvé, je dirais, un médicament miracle pour un repositionnement de molécules, et lui a été sollicité parce que il y a beaucoup d'innovations, on espère, pour de nouvelles thérapies dans nos maladies rares qui vont être à partir de repositionnement de molécules. Et donc c'est quelque chose qui est complexe parce qu'il faut pouvoir avoir accédé à la molécule, il faut pouvoir travailler avec les industriels. Quand cette molécule est une molécule jeune et pas une molécule, je dirais, qui existe depuis 15 ou 20 ans, c'est aussi compliqué parce que l'industriel peut être en essai clinique, lui, pour une autre indication. Donc comment faire pour pouvoir accéder à cette molécule? Donc ça, c'est des travaux qui se mettent en place en ce moment, également avec les industriels, pour pouvoir pousser des actions dans ce sens-là dans le 4e plan maladie rare. Donc le mot d'ordre pour le 4e plan maladie rare, c'est vraiment des groupes de travail, de réflexion autour du parcours de vie, autour du diagnostic, autour des innovations et autour de la collecte de données. Donc je vais vous donner des noms aussi, ça me paraît important aussi de visualiser qui fait quoi. Et donc on a à chaque fois fait un tandem soins et recherche pour les 4 thématiques.
Donc on a une neuropédiatre pour tout ce qui va être parcours de vie, parcours de soins des territoires à l'Europe, qui est Brigitte Chabrol, qui est à Marseille, avec une économiste de la santé de Dijon, qui a beaucoup travaillé notamment sur la médecine génomique, parce qu'il nous a semblé important d'avoir une approche aussi médico-économique pour pouvoir justement expliquer le bénéfice. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs dans une des slides de l'association. Il y avait l'importance de réduire l'errance de diagnostic et tout l'impact par rapport à des mésusages, par rapport à des mauvaises prises en charge. Et ça, c'est important de pouvoir diagnostiquer le plus tôt possible. Et on doit pouvoir aussi l'évaluer d'un point de vue médico-économique. Toute la partie renforcement de l'axe diagnostic avec un médecin pédiatre de Lyon, Alexandre Bello, de la filière FAI2R, ce sont les maladies auto-immunes, et puis Valérie Cormier-Der, qui est une généticienne spécialiste dans les maladies osseuses constitutionnelles, et donc elles auront en charge de travailler sur tout ce qui va être autour du diagnostic, la médecine génomique. On a la chance aussi d'avoir Sylvie Audan qui est à la tête du groupe de travail sur la phétopathologie. Donc c'est aussi un élément important qu'on voulait vraiment donner, auquel on voulait donner de la visibilité dans ce 4e plan maladies rares. Et puis on voit bien les enjeux autour de la formation continue, c'est quelque chose d'essentiel aussi. La question des accès sur les traitements et l'innovation, quelque chose qui est très important, avec lequel on a beaucoup travaillé cette année avec la HAS, c'est toute la collecte de données en vie réelle. Quand vous allez avoir des traitements, c'est important de voir dans le temps, et des thérapies innovantes type des thérapies géniques, c'est important de voir dans le temps comment ce traitement bénéficie aux malades, quels sont les bénéfices à 5 ans, à 10 ans, et de pouvoir avoir un suivi sur quelques items. Et donc on a organisé tout ce travail-là, donc avec Olivier Sidbon, la filière des maladies respiratoires rares à Paris, et puis Sophie Dupuy-Juraud, qui est à Lyon, pour la filière Fava Multi. Et puis le dernier groupe de travail qui va se consacrer aux données de santé, parce que c'est quelque chose d'essentiel, en lien avec des biobanques. Donc Guillaume Jandot, qui est le coordonnateur de la filière Fava Multi, et puis Emmanuel Génin, qui est à Brest, et qui pilote, dirige l'ITMO, donc ça c'est du côté de l'INSERM, autour de la génétique. Et donc c'était important aussi d'avoir quelqu'un très compétent également à l'Europe. Emmanuel Génin est très impliqué aussi dans un projet européen, dans la suite du projet européen EJP. Et donc c'est aussi important au niveau de la data de prendre ce point. Donc par rapport à la labellisation, je dis toujours que ça va être la première action de notre 4e plan maladies rares. Les financements vont arriver à partir du mois de mars, et donc c'est important de se projeter. Donc je vous ai dit, il y a eu un très grand succès pour cette labellisation. Simplement un mot à retenir, un nombre à retenir, ça a été 44% de dossiers en plus par rapport à ce qu'on avait. Donc il y a eu un jury pour évaluer, il y a eu des trios d'experts, et donc ce jury a retenu 28% de ces dossiers en plus. Et donc il a fallu, et le critère le plus discriminant était vraiment le critère de la recherche. Et donc pour tous ceux qui sont nouvellement labellisés, c'est un petit message que je vous passe, et puis notamment pour Caroline qui impulse en étant CRMR coordonnateur. Des projets de recherche avec des projets en PI, en responsabilité vraiment nationale, c'est quelque chose qui prend du temps. Les publications aussi. Et donc une labellisation en 5 ans, ça passe assez vite. Et donc cette dynamique, il faut vraiment que vous la preniez dès le départ, parce que ça fait partie des critères pour la future labellisation dans 5 ans. Donc c'est juste un petit point d'attention. Malheureusement, je dirais, ou heureusement, enfin malheureusement, vous êtes dans un réseau où il y a vraiment l'activité est importante, il y a vraiment beaucoup, je dirais, de patients, mais il faut pouvoir vraiment combiner ça avec une activité de recherche. Et d'ailleurs, si ce centre CRMR Génopsie a été labellisé, c'était justement parce qu'il y avait cette activité de recherche importante. Donc voilà un peu mon message. Donc on voit que vous avez sur les 23 filières de santé maladies rares, toutes n'ont pas de nouveau CRMR coordonnateur, mais c'est le cas chez Handira. Et je dirais
Caroline était avant également constitutif dans un autre réseau, mais c'est vraiment ce réseau de Genopsy a sa particularité. Ce n'est pas un doublon du réseau de David Coven, c'est vraiment le jury l'a très bien compris, et c'est pour ça que ce travail est vraiment en coordination et vraiment a fait tout son sens au niveau du jury pour labelliser ce CRMR. Donc un grand merci à ce beau projet qui a été porté sur les troubles du comportement d'origine génétique. Donc voilà le maillage territorial, je dirais, de ce réseau. Donc c'est important de voir que c'est vraiment quelque chose sur lequel Caroline va pouvoir s'appuyer, d'avoir des têtes de pont comme ça dans les réseaux, et sans doute à terme de développer la partie nord et la partie est aussi, parce que en termes d'équité territoriale, c'est important de pouvoir toucher tout l'hexagone, et le sud également, Marseille et Toulouse. Donc voilà, c'est pas très lisible, mais comme vous savez que vous avez les slides, mais c'est en tous les cas pour vraiment vous dire comment ça va sortir dans l'arrêté de labellisation. Vos dons sont officiellement vraiment partis dans les tuyaux, et tout est vraiment pour nous bordé de notre côté. Par rapport au timing, ça a pris du temps. Il a fallu pour nous... il y a près de 1800 centres de compétences. Il a fallu revoir tous les centres de compétences. Certains dossiers étaient incomplets, donc on s'est retourné vers la filière et le centre de référence coordonnateur. On a dû faire un comité exceptionnel le 2 octobre. Et puis voilà un peu ce qui est prévu pour début 2024. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on sait déjà la part fixe. Donc Caroline, si elle veut, pourra nous envoyer un mail pour qu'on puisse lui donner, on a une slide là-dessus. Chaque centre de référence financé, constitutif ou coordonnateur a déjà une part fixe qui est connue de notre part. La part variable, après, dépend de l'activité, et ça, on n'aura pas les chiffres avant le premier trimestre. Mais cette part fixe, on peut déjà vous donner les chiffres de façon à ce que chaque centre de référence constitutif puisse commencer à travailler avec ses directions, parce qu'il va falloir faire des fiches de poste, il va falloir recruter pour pouvoir accompagner votre travail et vous aider dans cet investissement. Donc nous, on aide, je dirais, vraiment pour pouvoir vous accompagner dans ce travail et ce qu'on vous demande. Donc dans ces actions entre le PNMR3 et le PNMR4, voilà les perspectives que j'ai pu effleurer par les groupes de travail. Donc je ne vais pas y revenir, mais j'assiste sur aussi une dernière partie qui est le lien avec des laboratoires de biologie médicale. On en a peu parlé, mais avec la médecine génomique et tout ce qui va être variant de signification inconnue, c'est important de faire ce lien aussi, de refaire le lien, en tous les cas du côté du plan. Évidemment, ce lien a toujours été entre les centres de référence et les laboratoires diagnostiques, mais de leur redonner une visibilité dans le 4e plan maladie rare. On a beaucoup travaillé dans le 3e plan pour pouvoir promouvoir les PNDS et s'articuler avec le plan France Médecine Génomique. Et il faut voir que par rapport au plan France Médecine Génomique, notre 3e plan maladie rare est en amont et en aval, c'est-à-dire qu'on va coordonner, les centres de référence vont coordonner tout l'amont par rapport à des réunions de concertation pour pouvoir savoir quelles sont les personnes en impasse de diagnostic pour pouvoir aller vers les plateformes de séquençage haut débit. Et puis il va y avoir tout un accompagnement aussi, et dans la loi de bioéthique, il y a eu un rôle accru donné aux conseillers en génétique. Et donc c'est une bonne chose parce que pour les professionnels, c'est aussi important de travailler étroitement avec les conseillers en génétique qui font un bon lien avec les familles et avec les adultes diagnostiqués pour pouvoir au fil de l'eau accompagner également et expliquer la maladie. On a des actions du 4e plan en perspective autour aussi on avait dit de la BNDMR, de comment on implique tout ce qui va être traitement, la collecte des données en vie réelle, et puis on a travaillé sur tout ce qui va être accès précoce et accès compassionnel pour le médicament. On a dans nos groupes de travail, il y a 15 groupes de travail pour le PNMR4, on a aussi la présence de l'Agence de l'innovation en santé et puis de l'Alliance France Bioproduction. Les biotech sont importantes, elles ont dans leur portefeuille plus d'un tiers de médicaments qui sont en fait des médicaments orphelins et qui touchent des maladies rares. Donc toute la dynamique autour des startups et des biotech aussi est à accompagner. Un lien aussi avec notre Banque nationale des données maladies rares. On est le seul pays à avoir un réseau aussi structuré pour la collecte
des données maladies rares pour savoir où sont les patients. Donc c'est vraiment important de donner des moyens de pouvoir renseigner ces données. Et la Banque nationale des données maladies rares s'est rapprochée du Health Data Hub et fait partie du catalogue de notre hub data qui est vraiment piloté au niveau ministériel, au niveau du Premier ministre. Donc c'est important de savoir que les maladies rares sont déjà repérées dans ce maillage autour des bases de données. Il y a vraiment une reconnaissance de ça. Professionnalisation. Et dans les achèvements, est-ce qu'on a fini en fin de troisième plan maladie rare, la collecte des données en vie réelle et tout ce travail qu'on a pu faire avec la HAS. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous parce que trop peu de nos maladies rares ont déjà des registres, ont déjà des cohortes. Et si on veut pouvoir un peu avoir quelque chose de pré-fait, de prédéfini, et donc d'aider les centres à avoir déjà quelque chose d'organisé. Donc ça, c'est un travail qui a pu faire. Et puis dans nos rêves, dans les actions du quatrième plan maladie rare, on souhaite avoir une participation directe du malade, de l'aidant, ce qu'on appelle des Patient Reported Outcome mesures, et de pouvoir développer une application qui serait portée avec la Banque nationale des données maladies rares pour pouvoir vous donner un rôle, association, patients et aidants, pour pouvoir donner des rentrées des données, par exemple des données de qualité de vie sur le sommeil, sur la douleur, qui sont des données essentielles aussi pour pouvoir mieux accompagner le quotidien, je dirais, de la personne malade. Il n'y a pas que la visite à l'hôpital, il y a aussi toutes les répercussions sur le cours de la vie avec la maladie. Donc ça fait partie vraiment des choses qu'on souhaite porter dans ce quatrième plan maladie rare. Et je m'excuse encore pour le côté très très rapide, voilà, du troisième et quatrième plan maladie rare.